du Product Operating System, qui est pour nous la clé d'une hypercroissance saine. Okay. En bas. OK. Alors, juste pour me présenter très rapidement, donc moi, je m'appelle Marie Gaumont. Je suis la directrice de l'équipe Product Operations chez Payfit. C'est une équipe qui vient en soutien de l'intégralité du département Product and Tech. Donc, on aide vraiment toutes les personnes qui travaillent à l'évolution de l'application et on va faire en sorte que ces personnes soient dans une position afin de maximiser, 1, leur épanouissement, 2, leur impact et 3, leur efficacité. Donc, on va principalement travailler sur la mise en place de process opérationnels, leur amélioration continue au cours du temps. On va travailler aussi sur la communication avec les autres départements, on va travailler sur la formation, on va faire la gouvernance des outils qu'ils utilisent. Donc, il y a pas mal de choses derrière cette équipe-là. Moi, je suis chez Payfit depuis quasiment 2 ans et demi, donc je suis arrivée en janvier 2020. Et avant ça, j'ai été chef de projet digital, j'ai aidé des grands groupes à digitaliser leurs process en interne. Et avant ça encore, j'étais consultante en stratégie. Je vais peut-être te présenter. Et moi, je suis VP Product Management. Je suis chez Payfit depuis 3 ans. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voulait discuter avec vous du Product Operating System et pourquoi un Product Operating System nous semble essentiel pour soutenir une entreprise qui est en hypercroissance et pour garantir qu'une entreprise trouve son product market fit, puisse l'enrichir, puisse le diversifier et puisse s'épanouir et soutenir du coup l'hypercroissance d'une entreprise. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer pourquoi, pour nous, un Product Operating System, déjà, qu'est-ce que c'est et quel est le principal intérêt de cet ensemble de process, de communication, de personnes, de formation qui aident une organisation produit à grandir avec son entreprise. Un Product Operating System, donc nous, on va l'identifier avec 3 principaux piliers. Qui est un peu le minimum viable Product Operating System. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autres dimensions à l'operating system, mais c'est surtout comme ça qu'on va le définir. Le premier, c'est les compétences. Pour avoir une organisation produit qui fonctionne, il faut avoir les bonnes personnes dans l'organisation. Et donc, c'est très important de sourcer, d'attirer et surtout de retenir, principalement en ce moment, les bonnes compétences et les bons talents pour pouvoir avancer. La deuxième dimension, c'est une dimension d'organisation. Une fois qu'on a les bons talents, il faut quand même qu'ils arrivent à fonctionner ensemble. Et donc, on va être amené à identifier et itérer tout au long d'une hypercroissance afin de trouver la meilleure structure organisationnelle pour pouvoir supporter le business model. Et la dernière dimension, c'est la dimension de culture. C'est important dans une organisation, une fois qu'on a les bonnes personnes et qu'on a la bonne structure, d'avoir aussi les bons principes, les bonnes pratiques qui sont diffusées, qui sont adoptées par les équipes afin de leur permettre d'être en succès et donc d'être épanouis et d'être dans un cercle vertueux pour l'organisation. Alors, le Product Operating System, pour nous, c'est vraiment ce qui permet à une entreprise de trouver son product market fit, de l'enrichir et de le diversifier. Parce qu'en fait, une entreprise produit, elle va vouloir apporter une innovation produit. Elle va vouloir changer des manières de fonctionner, répondre à des besoins utilisateurs. Pour autant, des innovations produits, ça ne suffit pas tout seul. Il faut aussi des innovations business. C'est des choses qui vont ensemble. Il faut forcément que vous ayez le bon modèle business pour pouvoir vendre, pour pouvoir aller chercher vos utilisateurs, pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir les retenir, les bonnes offres commerciales, le bon pricing, le bon modèle. Pour autant, ces 2 innovations, aussi bien produit et business, il faut qu'elles se parlent, il faut qu'elles communiquent en permanence. Et c'est d'autant plus important quand on est dans des phases d'hypercroissance, avec des boucles de rétroaction et de communication qui sont hyper courtes. Et c'est là l'importance du Product Operating System. Avoir les bonnes personnes, les bons points de contact qui vont comprendre les bonnes informations et pouvoir les retransmettre chacun dans leurs expertises. Avoir la bonne structure.
les bons process, les bons rituels, je vais le dire, mais n'importe quoi, les bons rituels, et avoir la bonne culture, les bonnes pratiques, les bonnes méthodologies qui font que vous êtes à l'écoute et vous êtes en mesure d'appliquer ce que le business est en mesure de vous dire. Ok, donc il y a un point que je voudrais rajouter quand même, parce que la façon dont on présente les Product Ops en interne chez PayFit, c'est un petit raccourci intellectuel, hein, mais c'est de parler des Product Managers de l'organisation. Et c'est un point important, parce qu'en soi, cet operating system, on ne rentre pas dans le cadre de la présentation dans le détail de tous les éléments, mais ça nécessite une attention continuelle. L'organisation ne tombe pas du ciel. Un peu au début, il y a des choses accidentelles qui se passent, mais par la suite, pour éviter les accidents industriels, c'est comme tout, il y a nécessité d'investir du temps, de l'intelligence et des essais pour s'assurer que l'organisation, le modèle opératoire soutient l'activité de l'entreprise. Donc le raccourci, c'est Product Ops, Product Manager de l'organisation. Pour l'instant, je ne me suis pas encore fait retoquer par Marie, donc j'abuse de ce terme-là, mais ça vous permet de comprendre l'ambition qu'on a à travers cette fonction. C'est combien de personnes? 10 personnes? Non, un peu plus, 10 personnes. Donc c'est non négligeable. Alors, on va parler de la période pré-Product Market Fit chez Payfit. C'est Payfit créé en 2015, premier client Freshti en 2016. Donc une période intense. On a repris une petite segmentation habituelle dans le monde du product management. Hein, donc je vais reprendre les pioneers, settlers et le dernier, j'ai oublié. Et planners, voilà. Donc la période un peu de pionnier chez Payfit. Donc c'est une phase dans laquelle, en termes de compétences, ce que vous cherchez, c'est la vélocité. Product Market Fit, il ne tombe pas du ciel. Il faut y aller le couteau entre les dents. Donc, il y a évidemment une idée à la base, hein, mais ensuite, il faut pouvoir itérer extrêmement rapidement. En termes de compétences, à ce moment-là, chez Payfit, donc il y a une compétence qui existe toujours, hein, c'est une compétence assez typique. Et je pense que c'est une grosse partie du succès de Payfit, à la fois sur le sourcing. On est parti sur des profils, pour faire simple, de low-code développeurs, que l'on appelle product builder en interne. Ça a permis de résoudre deux problèmes. Tu n'as pas le problème du sourcing, de trouver des product managers, des designers, des développeurs qui te coûtent un bras, à un moment où tu n'es pas très connu. Donc, tu vas chercher des product builders. À l'époque, ça s'appelait des Jetlang Masters. Le profil, c'est des ingénieurs, donc des gens qui pensent plutôt bien, qui adorent résoudre des problèmes, avec une expérience professionnelle entre 0 et 2 ans, un fort esprit entrepreneurial, et on les a recrutés, et pendant 6 semaines à peu près, on les formait à l'usage d'une plateforme low-code maison. C'est rigolo parce que maintenant on dit low-code, tout ça, à l'époque, on ne savait pas que c'était du low-code, hein, on a fait ça un peu à l'instinct. Pendant 6 semaines, on les formait à l'usage de cette plateforme low-code. Donc, avec ce type de compétences, ça permettait d'avoir un profil, une fonction et des profils surtout qui étaient super affûtés pour chercher vite, avec une palette d'outils, un outil principalement, Jetlang, qu'on appelle la plateforme en interne, qui permettait d'itérer extrêmement rapidement pour créer le produit. Donc, en toute autonomie, ils pouvaient créer l'application de paye, que pour certains d'entre vous, peut-être vous utilisez, et aller très vite vers la prod. En termes d'organisation, le point à ce moment-là, c'est de se dire, en fait, les product builders, c'est le bras armé de notre business plan. Donc, le chemin entre le business plan et le produit, ou dans l'autre sens, extrêmement court. Donc, les product builders, c'était aussi des business développeurs en liberté. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie capacité fonctionnelle, technique, mentale, opératoire, d'aller vite sur le développement de, par exemple, le codage d'une nouvelle convention collective pour adresser une nouvelle part du marché, et le chemin entre l'idée, la volonté d'adresser un segment de clients, des fois ça peut être sur de l'inbound, hein, juste une demande, et la capacité de le coder et de le mettre en prod, c'était juste la puissance de frappe du product builder. Ce n'était pas 3 personnes, ce n'était pas des méthodologies différentes qui se rencontraient, des guerres de religion de temps en temps entre product manager, designer, développeur. Non, c'était directement de l'idée au code. Ça, c'est un élément important dans l'organisation produit actuellement. Les organisations locales, les équipes locales, reportent toujours au country manager. On a une organisation produit globale aussi. Les organisations locales, chez Payfit, qui codent l'application de paye, reportent toujours au country manager.
Le troisième point, c'est dans cette période-là, bon ça c'est un peu simple d'un point de vue culturel, mais c'est un truc à garder en tête parce que, notamment par la suite, quand on grandit, les profils des product builders qui ont été recrutés à cette période-là, c'est un profil extrêmement typique. Atypique, authentique, et notamment dans l'attitude, le mindset, c'est des gens qui recherchent les itérations extrêmement courtes, aller vite vers la prod, l'opportunité business, aller vite vers la prod, et un vrai état d'esprit de pionnier, d'entrepreneur. Je me souviens d'une interview d'un des NAM, qui est un des product builders. Il a fait 5 ans, ça fait 5 ans qu'il est chez Payfit. Dans une des interviews qui disait, en parlant d'un des cofondateurs, Florian, qui est le CPO, il disait « Je suis prêt à mourir pour lui ». Alors ça peut paraître caricatural tout ça, mais on va voir dans les étapes suivantes, ce n'est pas forcément la mentalité qu'on a chez les product managers qu'on va recruter. Les product builders de cette époque-là, c'est des gens qui sont prêts à, désolé pour la métaphore martiale, mais aller au feu. Il y a cette volonté d'aller en découdre. Et ça, c'est un aspect culturel qu'il faut comprendre, parce que dans l'operating system qu'on met en place par la suite, en grandissant, c'est quand même notre ADN originel, dont on ne doit pas complètement dépendre, mais qui correspond à une grosse partie de qui on est. Ok, alors je ne vais pas tout commenter de cette slide-là. On a écrit un article sur le job de product builder. Le point que je voulais souligner auprès de vous, c'est que ce qui est ultra rigolo, là on fait un peu du reverse engineering sur les fonctions, tout ça. Payfit, c'est création en 2015, premier client en 2016. Et là, on parle de product builder, de low-code développeur, on pose un discours dessus. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que ce job de product builder, c'est l'enfant d'une époque, quoi, quelque part. Et globalement, le terme que vous pouvez retenir en tant que product manager, c'est les fonctions produits hybrides. Donc, on parle de low-code développeur aussi, mais c'est une fonction qui s'inscrit dans une dynamique industrielle fondamentale dans l'industrie du logiciel. Les développeurs, ensuite les product owners, Scrum, Extreme Programming, tout ça. Ensuite, les product managers. Ensuite, le retour des product designers avec le lancement du mobile, des réseaux sociaux, tout ça 2010-2015. Et 2015, on commence à voir apparaître des produits, des fonctions autour de « je veux aller vite de l'idée à la réalisation ». Et donc, vous avez des produits qui apparaissent, type Shopify, pour les entrepreneurs, ou type, il y a 3 co-founders de Payfit qui se disent, moi, à chaque fois, je vais coder une convention collective, je n'ai pas demandé au dev qui va me faire son backlog, tout ça, pour qu'il me code le nouvel article dans la convention collective, ça va être une prise de tête. Vaut mieux, ce serait peut-être bien d'inventer un métalangage, Jetlang, un langage qui va à la vitesse d'un jet, pour que je ne sois pas obligé de demander aux développeurs de faire cette partie de l'application. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est, encore une fois, le fruit des circonstances et de l'ère du temps. Et ça, c'est ça, low-code développeur et ce type de fonction produit hybride, intéressez-y-vous, parce qu'en tant que product manager, que vous travaillez dans le soft ou pas, c'est une tendance extrêmement lourde dans l'industrie. Yes. La deuxième étape qu'on a connue chez Payfit, c'est où on avait enfin trouvé notre product market fit, et on rentre dans une nouvelle ère. Et donc, il faut faire aussi évoluer ce product operating system. Donc ça, c'était à peu près, on va dire, courant de l'année 2019. Donc Payfit a 3 ans. On a déjà quelques beaux succès, quelques beaux fruits, mais il faut commencer à rentrer dans une nouvelle phase, donc la phase un peu plus de settler. On ne va pas avoir besoin forcément d'exactement les mêmes compétences. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin des profils pionniers, ils sont toujours là parce qu'on a toujours des enjeux d'aller vite, de compléter l'offre, de se diversifier, mais on va venir se renforcer avec des compétences qui sont plus classiques, on va dire. On va créer des full stack, des teams produits full stack. On va aussi faire venir des experts que vous trouvez un peu dans des équipes produits classiques. Donc, on va recruter beaucoup plus d'architectes, de DevOps, de user researchers. Donc, vraiment des experts qui vont venir renforcer les équipes, en plus de toutes les tribes globales qu'on décide de construire avec une méthodologie en Triforce.
Donc l'organisation, avant, on avait un pool de product builders ils étaient très, très autonomes et comme le mentionnait Seb, ils étaient en relation vraiment très, très directe avec le business, c'était hyper rapide. Là, on arrive à une organisation qui commence à approcher la centaine de personnes. Donc, on met en place une structure beaucoup plus formalisée avec des tribes, avec des squads, s'inspirant du modèle Spotify et surtout en définissant du coup des responsabilités sur des périmètres spécifiques de l'application. Donc, c'est plus tout le monde touche à tout, c'est plus je suis en direct et je prends l'information et je travaille et voilà. Maintenant, on répartit les responsabilités de chacun, on structure l'organisation. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à mettre en place les premiers process, parce que forcément, comme on construit des équipes, elles doivent pouvoir se parler selon un certain modèle. Donc, on a un certain niveau de standardisation qu'on doit commencer à mettre en place via des process pour qu'elles communiquent et qu'elles soient alignées. Et enfin, dans la culture, donc, on met en place des premiers principes et pratiques fortes. Le principe le plus important chez Payfit, c'est la notion de Triforce. Donc, dans des équipes qui ne sont pas des équipes de product builder, vous allez trouver à chaque fois un représentant de chaque chapter. Donc, par exemple, une squad, c'est toujours un product manager, un product designer, un engineering manager et de 3 à 6 développeurs à chaque fois. Et pareil, à la tête d'une tribe, on a un product director, un design director, un engineering director. La pratique la plus importante qu'on met en place chez Payfit et sur laquelle on forme tout le monde, on donne des templates, on crée des toolbox, c'est le double diamant. Donc, chaque squad et chaque tribe a l'autonomie de choisir quelle méthodologie exacte ils veulent appliquer, s'ils veulent faire du Scrum, s'ils veulent faire de l'Agile. Voilà, on n'impose pas ça. Par contre, tout le monde rentre dans une logique de double diamant. Un projet, c'est d'abord une phase de discovery, donc de divergence. Ensuite, c'est une phase de design où on va vouloir converger vers une solution. Et ensuite, c'est plusieurs boucles de deuxième diamant avec des phases de design et de développement. Et le dernier élément qui vient s'inscrire dans la culture, c'est les valeurs. Les valeurs, elles étaient là dès le départ. Mais c'est à cette phase-là qu'elles vont commencer à être formalisées dans l'organisation. Donc, on a 4 valeurs chez Payfit qui sont passion, care, excellence et humilité. Et vraiment, on va retrouver ces valeurs-là dans la manière dont les équipes vont travailler ensemble, dans les process qu'on met en place dans l'organisation. Pour vous donner un peu un exemple concret de ce qu'on a mis un peu en place à cette époque-là, c'est une logique d'atomic structure avec, pour tous les niveaux d'alignement qu'on avait dans l'organisation, définir les modèles qui allaient permettre de standardiser l'information et donc de permettre l'alignement entre les différents partis pris de chacun des membres de l'organisation. Donc le plus high level, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, les OKR. Donc c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de nous aligner de manière annuelle avec le reste des autres départements. Donc on va se mettre d'accord sur quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre d'ici la fin de l'année. Le niveau d'en dessous, c'est qu'on va expliciter ces OKR à l'échelle de chaque tribe avec une roadmap. Donc une roadmap, elle va être définie en début d'année et après, les équipes vont itérer sur la roadmap tout au long de l'année et vont la mettre à jour. C'est la roadmap qui va permettre du coup au reste des équipes qui ne sont pas produits aussi, mais aussi principalement au product marketing, au CS et au sales, de savoir où on en est dans le développement produit. Ensuite, une roadmap, nous, on va définir ce qu'on appelle des Product Initiative Briefing. Ça va être des one-pagers où on va expliciter à quel problème on veut répondre avec cette initiative. Donc, quel est aujourd'hui le problème utilisateur qui nous concerne, combien ça coûte à l'utilisateur ou combien ça coûte à l'entreprise ou combien ça pourrait nous rapporter si on l'adressait et expliciter comment on compte s'y prendre. Et c'est vraiment ce briefing-là qui permet en fait de gérer les dépendances entre les squads et entre les tribes. Donc, toutes les squads et toutes les tribes, sur toutes leurs initiatives, vont rédiger un briefing et c'est ce qu'elles vont partager avec les autres équipes afin de vérifier, si jamais il y a des dépendances, qu'on est aligné sur ce qu'on souhaite faire, qu'on comprend le même problème et qu'on veut réaliser la même solution.
Et ensuite, vous avez du coup les releases qui sont rattachées au briefing. Donc, on peut avoir sur un briefing, sur une initiative, plusieurs releases, suivant si on fait différents batchs de releases sur une expérience. Et globalement, les releases, elles, sont délivrées en sprint. Donc, généralement, toutes les équipes, même si elles n'ont pas toutes les méthodologies, si elles sont en Scrum, en Agile, etc., sont quand même généralement sur des sprints de 2 semaines. Voilà, ça c'était un peu pour la deuxième mère qu'on a eue chez Payfit. Et la troisième, je repasse le micro à Seb. Juste faire une pause avant de passer à la suite. Un rappel, product manager ou pas, l'enjeu numéro 1, c'est le business model. C'est ça l'enjeu. Le business model, c'est un produit qui rencontre ou qui tente de rencontrer un marché. Et la façon dont cette rencontre se fait. Ce dont on parle depuis tout à l'heure, alors c'est essentiel dans le cadre d'une phase d'hypercroissance pour éviter de la subir. C'est extrêmement important parce que la seule chose que vous avez dans une phase d'hypercroissance, c'est que vous avez à peu près toutes les chances que ça ne se passe pas complètement de la façon dont vous l'avez imaginé, voire pas du tout. Votre business model, c'est votre capacité à, dans cet environnement-là, à adapter de façon continuelle vos process et votre organisation. Ça ne peut pas être des one-off, ça ne peut pas être des réactions, évidemment ça le sera, mais ça ne peut pas être systématiquement des réactions a posteriori. Ce dont on parle tout à l'heure, est-ce qu'on essaie de vous dire, au-delà des méthodes, des process, des outils qu'on pourra partager, on pourra venir chez Payfit, on vous expliquera dans le détail, c'est de vous dire que il n'y a rien d'accidentel. Que vous soyez product manager, aspirant product manager ou évidemment head of product, VP, CPO, si vous ne vous focalisez pas sur vos process, votre organisation, en considérant que c'est la source primaire de votre capacité d'adapter votre business model, de faire évoluer votre business model, vous allez avoir de la chance une fois, parce que ça va marcher, peut-être 2 fois, mais à un moment, ça va péter. Et le pire, c'est que vous ne saurez pas pourquoi ça va casser. Et vous aurez, je pense, de grandes difficultés à faire de carrière dans le product management si vous ne vous posez pas la question, enfin ces questions-là. En plus, ça renvoie au-delà du business model. Ça renvoie quand vous avez des responsabilités managériales. On voit bien, il y a de nombreux aspirants, product managers, designers, tout ça. On recrute beaucoup de gens qui sont assez jeunes. Souvent, c'est leurs premières expériences. Votre responsabilité en tant que leader, homme, femme, tout ça, produit, votre responsabilité à leur égard, c'est de vous assurer que vous faites tout pour leur donner un environnement dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir, donner le maximum de leur énergie et évidemment, on l'espère, atteindre les objectifs que l'entreprise, qu'on s'est fixé avec l'entreprise. Voilà, un petit rappel sur les ambitions fondamentales. Post-product market fit. On peut considérer que chez Payfit, actuellement, sur la partie paye, on est post-product market fit. Les enjeux qu'on a, alors on ne s'arrête pas à la paye, comme Marie le disait, on a des ambitions sur toute la partie expérience de vie au travail, développement des talents. On reste assez embryonnaire pour l'instant, même en termes de ligne de revenus et de propositions d'expérience sur cette partie-là. Mais on peut considérer que sur la partie paye, à destination des very small ou des small business, on a trouvé notre product market fit. L'enjeu n'est donc plus la vélocité, l'enjeu est la durabilité, la capacité de monter en puissance en sécurisant les systèmes, que ce soit les systèmes d'information, les systèmes humains, l'environnement dans lequel vous évoluez. Là, dans ce cas-là, bon, toujours le même modèle, compétences, organisation et culture. Là, votre marque employeur, votre capacité à raconter une histoire, à incarner à l'extérieur ce que vous faites vivre à l'intérieur, va être clé parce que vous devez attirer des talents qui sont, je ne sais pas comment on traduit, laser focused, des gens qui sont hyper seniors et qui vont intervenir sur des sujets sur lesquels on ne demande pas simplement de l'énergie, on ne demande pas un esprit entrepreneurial, on ne demande pas simplement l'envie d'y aller, on va demander des gens qui ont déjà vécu ça. On est en train de faire, sur toute la partie acquisition de Payfit, on est en train d'investir énormément sur la fluidification de cette partie acquisition. On demande des gens qui ont déjà cette expérience. Donc une expertise très profonde. Et là, mine de rien, sur
vos salary range, sur vos plans de développement professionnel, sur l'environnement de travail. On n'a pas parlé du work from anywhere, on retrouve partout, mais on accepte le modèle hybride au travail ou à distance, tout ça. Enfin, ça, c'est juste le one-on-one du contexte, de l'environnement que vous devez proposer à ces personnes-là. Mais ça change complètement le discours, la marque employeur pour attirer ce type de talent. En termes d'organisation, l'organisation, elle va devenir, on va positionner les capacités de l'organisation produit. C'est comme une, alors c'est pas très joli de dire ça, mais c'est comme une grosse usine quand même à produire du logiciel. C'est pas du tout joli, mais c'est un peu ça qu'on fait. Mais là, l'objectif, c'est d'être hyper positionné sur les enjeux business. Donc de plus en plus, les problématiques qu'on va avoir, c'est comment est-ce que cette organisation devient un peu plus plastique. Et c'est là que tout le travail que vous avez fait en amont, d'investissement, de compréhension des méthodes, des process, des people, va être important parce que vous allez devoir, c'est un peu comme un organisme vivant, quoi, et vous allez devoir architecturer, faire évoluer de manière non brutale cette organisation. D'un point de vue culturel, là, les enjeux qu'on va avoir, c'est, OK, en fait, on a une stack de compétences. On a parlé de product builder, de product manager, de product designer, de software engineers, de data analyst. Comment est-ce qu'on va avoir, on a des équipes, on appelle product business partner, qui sont plus sur la partie go-to-market aussi. OK, on a du Jetlang, on a les stacks techniques classiques, on a des méthodes de développement. On a tout ça. Voilà, comment est-ce qu'on utilise cet ensemble de stacks fonctionnels, techniques, pour atteindre nos objectifs. Donc là, on rentre dans un environnement qui est un peu moins mécaniste. C'est facile de recruter des product managers, des designers, des développeurs, de dire méthode double diamond. C'est assez simple. Là, on rentre dans des zones qui sont un peu plus complexes et sur lesquelles il faut un petit peu plus de doigté pour opérer des changements. Là, par exemple, on réfléchit en ce moment sur comment on rend les équipes plus plastiques. Marie disait tout à l'heure qu'en gros, première étape, les product builders, c'était en mode un peu yalla, on lâche les product builders à l'attaque d'un marché. Pendant très longtemps, la première personne qu'on recrutait sur un marché, c'était un product builder, c'est pas un country manager. Donc on lâche le product builder sur le marché, il se débrouille. Ensuite, nos petites cases avec les product managers, designers, développeurs, tout ça. Et puis là, on rentre dans une zone où on a des domaines là, quand même, qui recoupent les équipes, qui recoupent les stacks. Comment est-ce qu'on serait capable de rendre les équipes un peu plus miscibles, un peu plus plastiques? Comment on fait ça? Est-ce que c'est des Tiger Teams? Est-ce que c'est single thread ownership avec un VP ou une VP à la tête du domaine et qui utilise les différentes ressources disponibles, quelles que soient les fonctions, quels que soient les marchés, tout ça? On n'a pas la réponse encore. Pour ça qu'on a le petit loading à côté. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas simple et que tout le travail que vous faites perpétuellement sur l'organisation est important parce que en fait, il va falloir tester des modèles, mais on parle de gens, d'une part, enfin de personnes, et puis des conditions, des fois, de marché qui sont un peu compliquées. Quand vous tapez le Covid, quand là, ce qui arrive, ça va être assez sympathique aussi. On n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc voilà, ça, c'est un travail, perpétuel, continuel, qui requiert l'attention spécifique, particulière, exclusive. Chez nous, de l'équipe Product Ops, c'est en premier lieu de Marie. C'est moi aussi là ouais. OK. Alors, juste une stat, un petit graphe pour vous dire, parce qu'on parle d'épanouissement dans le cadre d'un modèle d'hypercroissance. Donc, on voulait juste partager avec vous. C'est pas très joli, on n'est pas designer, ni Marie, ni moi, mais donc en 6 ans, on est passé de 0 à 7200 clients dans 4 pays. On est passé de pas tout à fait 0, ils sont 3 les co-founders, à dernier chiffre, c'est 973 payfitters. On devrait être 1200 d'ici la fin de l'année. Il y a une grosse accélération au cours des 3 dernières années. L'organisation produit, on est 250 actuellement, on sera à peu près 300 en fin d'année. Donc on met dedans product builder, product manager, designer, développeur. Ça commence à peser. Et du coup, un truc dont on est assez fier, alors évidemment, il y a eu des coups de mou, il y a un truc qu'on fait, c'est l'INPS. Donc tous les trimestres, on a un fulfillment survey qui tourne dans l'ensemble de l'organisation avec une palette de questions. Et en tant que manager, on est objectivé sur notamment les résultats. Donc le INPS, c'est le NPS, la satisfaction des collaborateurs. On a le détail de toutes les questions, de tous les commentaires. Alors 2019, c'est cool, parce que voilà, c'est la trajectoire 2016-2019, tout le monde est content, beaucoup de product builders, fort esprit entrepreneurial, fort attachement aux fondeurs. Donc
un gros niveau de INPS. 2020, on se tape le Covid. On a dû se séparer de certaines personnes assez rapidement parce qu'il fallait maîtriser le cash. Hein. Donc, hop, un gros coup de mou à cette période-là. 2021, bah, mine de rien, on a tous subi ça. C'est plusieurs lockdowns. Le work from anywhere qui est mis en place, des gens, alors que ça, on sortait de 15 ans d'un principe clé qui était la colocalisation des équipes. Là, on dit, bah là, en fait, du produit, on peut le faire en étant tous à distance. Donc, Zoom, Miro, tout ça, mais la réalité des gens derrière les ordis, bah, c'est que certaines d'entre elles ont subi la situation. Il y a quand même beaucoup de frustrations qui se sont accumulées. Mais mine de rien, le truc dont on est fier, c'est 2022. Là, c'est le résultat de. Donc, on est en Q2 chez nous, donc début d'année, on est remonté à 84. Le point, c'est de dire que ce travail paye. Ce travail paye. Ce travail d'investissement sur l'organisation, d'avoir une fonction qui est dédiée à ça, la fonction Product Ops, de réfléchir à quels sont les process, quelle est l'organisation, comment est-ce qu'ils répondent du mieux possible aux enjeux business. Ça ne doit pas être accidentel. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire en réaction. C'est quelque chose qui doit être proactif, continuel, et ça permet de passer des phases. On aura des coups de mou encore, hein, c'est sûr, mais ça permet de passer des phases qui sont difficiles. Et surtout, de montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, un peu comme Activia. Mais c'est important parce que quand vous êtes dans une phase de recherche de compétences, être capable de montrer, de démontrer ce qui se passe chez vous, ça fait la différence en termes de recrutement. C'est tout. Voilà. Conclure. Je peux conclure. Du coup, bah, merci beaucoup à The Product Crew de nous avoir proposé de faire ce talk et à Pass Culture bah, de nous accueillir dans les locaux de Too Good To Go. Mais on est très content d'avoir pu aussi voir votre expérience sur l'hypercroissance. Si vous avez la moindre question, je sais que 20 minutes c'est court, donc du coup on survole un peu les concepts, on survole un peu ce qu'on a mis en place, donc on est tout à fait ravis d'en discuter avec vous là juste après, mais aussi si vous voulez faire plus en deep dive sur certaines choses, n'hésitez pas à nous contacter donc à nos adresses mail. Et évidemment, comme la majorité des boîtes tech et produits en ce moment, nous recrutons. Donc n'hésitez pas à aller voir le site Payfit et si jamais il y a des positions qui vous intéressent, eh ben, contactez-nous. Merci beaucoup, Marie. Merci, Sébastien. C'était tout aussi passionnant. On va prendre encore 5 minutes de questions maximum à voix haute. Est-ce qu'il y a eu des départs? Forcément. Par contre, est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Non, pas nécessairement. En fait, l'avantage de profils assez pionniers, c'est qu'ils sont assez malléables au changement. C'est des aventuriers, ils veulent découvrir des choses, ils veulent apprendre. Donc, ils n'ont pas une aversion au changement quand on leur apporte, quand on leur dit on va fonctionner comme ça, etc. Donc, c'est pas une population difficile à embarquer dans ce genre de changement d'air. Après, effectivement, il faut leur donner de la structure et on a tous les process qu'on a pu mettre en place un peu dans la phase 2, on avait tendance à les aborder avec les équipes de Product Builder dans un second temps. C'est-à-dire qu'on allait d'abord travailler avec les équipes qui étaient plutôt en Triforce, voir ce qui fonctionnait pour eux, un peu, on va dire, bêta-tester, co-construire avec eux. Et une fois que ça marchait avec, on va dire, les équipes en Triforce, on allait voir les Product Builders, on leur présentait ce qu'on mettait en place avec les équipes de Triforce, on l'adaptait s'il y avait des besoins, et après, ils s'embarquaient. Et en fait, il y a un peu, au bout d'un moment, tu as des obligations qui sont liées à l'organisation. En fait, les équipes sont obligées de fonctionner entre elles à partir d'un certain niveau et à partir d'une certaine profondeur d'expérience. Et c'était le cas notamment pour les product builders français qui étaient les premiers pionniers. Ils avaient déjà tellement développé le produit français que tu te retrouves à avoir quand même beaucoup d'expérience pour pouvoir les étoffer, à devoir travailler avec les autres équipes. Et si les autres équipes travaillent dans ce système-là, ben, du coup, ils finissaient par l'adopter. Donc,
Évidemment, il y a eu des départs, hein, faut pas se mentir, mais c'est vrai que pour le coup, c'est une population qui est assez malléable. Oui? Ah, mmh, voilà. Alors, il faut savoir que quand tu le mets en place, c'est qu'il est déjà trop tard, toujours. Ça, c'est la première réponse. La 2e, ça va dépendre suivant, les profils, produits que tu as dans ton organisation, les PM et aussi la vitesse à laquelle tu crois. C'est vraiment les 2 dimensions qui vont jouer sur, faire venir ou pas un product ops plus ou moins tôt. Si tu as des PM dans ton organisation qui aiment cette partie, organisationnelle, qui aiment rechercher des outils, faire des benchmarks d'outils, qui aiment partager leurs expériences, qui aiment structurer l'organisation, tu peux te permettre d'attendre un petit peu plus longtemps, de mettre en place des product ops. Là où si, tous tes PM, bah, en fait, ça les intéresse pas, ça les fait chier, voire même ça impacte leur épanouissement, tu dis: «Ah non, je vais investir plus tôt». Et après, le 2e dimension, c'est vraiment ta vitesse de scale. C'est-à-dire, plus ta vitesse de scale elle est importante, plus il faut le faire tôt. Parce qu'en fait, tout ce que tu ne vas pas réussir à structurer avec des gens qui vraiment own le système, bah, ils vont juste devoir, catch up après coup. Donc c'est un peu il y a pas de réponse standard, je vais pas te dire, à partir de 30, c'est là maintenant il faut le faire. C'est vraiment ces 2 dimensions-là qui drive le choix. Il y a, en tout cas, chez PayFit, la façon dont ça s'est passé, c'est effectivement, on savait qu'il allait y avoir un gros scale à un moment. Donc, à partir de l'été 2019, pré-série C, dans la période de la série C, on savait qu'il allait y avoir des enjeux. Et on a fait un workshop avec les quelques product managers qu'il y avait. Il n'y en avait que 3 à l'époque. Il y avait un designer. On avait du mal à tirer du monde en plus. Donc, et des développeurs. On s'est posé la question de l'organisation, quoi. Et il y avait. Après, chacun arrive avec ses convictions. Et tu vois, je ne sais pas la répartition entre PM, Head of Product, tout ça, mais je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en soi, ce sujet de comment je traite l'organisation. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas te prendre ça en pleine tête et c'est pas que toi qui vas le subir, c'est toute ton équipe. Ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est qu'on a fait un workshop, on a défini un jeu, enfin, nos tribes, nos squads, tout ça, joli organigramme. Mais en fait, le truc avec des lignes de reporting magnifiques, important, hein. Le truc qui est le plus important quand tu fais ça, c'est le blanc. C'est le blanc dans toutes les cases, les lignes, tout ça. Donc, le principe, moi, avec lequel je suis arrivé, c'est de me dire, en fait, c'était beyond boxes and lines. Et tout ce qu'il y a dans le blanc, là, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? Et en fait, assez rapidement, le point d'entrée, ça a été, ça c'était en discutant avec les équipes de Stripe, ils avaient une fonction Product Ops qui était un peu fourre-tout, et notamment qui était beaucoup sur la partie go-to-market. Et on s'est dit, bah, on ne peut pas simplement demander au direct, on peut pas faire reposer sur les épaules des product managers, des designers, des développeurs, la nécessité de faire tout ce travail de coordination qui est nécessaire au bout d'un moment quand tu montes en puissance. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, il y a une fonction qui existe, cette fonction Product Ops, qui fait un peu ça dans certaines boîtes. Ça va jusqu'au go-to-market. Nous, on s'en foutait de cette partie-là. Et là, on s'est dit, bah, on doit investir sur Product Ops. Et puis, bah, au fur et à mesure, ça s'est développé. En tout cas, ça peut être porté, ça doit être porté, je ne sais pas, par le fondateur ou la fondatrice dans un premier temps, le premier PM, le Head of Product, mais avec plus ou moins d'intensité. Parce que souvent, quand tu arrives dans des équipes d'entrepreneurs, tu parles du process, tout le monde se planque, quoi, parce que ça les emmerde. Alors que je pense que c'est à un moment, ça devient quand même ça devient nécessaire si tu veux exercer ton art un peu efficacement, quoi. Je me lance ou tu veux le faire? Alors, on pense à des évolutions d'organisation parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de remontées, de tous les membres de l'organisation, de frustrations, de problèmes qui sont liés à la structure qu'on a aujourd'hui. Et du coup,
l'idée, ça a été d'essayer de repérer dans l'organisation là où on avait le moins de vélocité, là où on arrivait le moins à avancer, là où les équipes étaient extrêmement frustrées, et de se dire, en fait, ces zones-là, c'est des zones où les gens sont, on va dire, mûrs pour tenter quelque chose. Et donc, c'est vraiment la logique qu'on a essayé de prendre dans ce qu'on vous a montré. Donc, on a identifié deux expériences de l'app qui n'arrivaient pas à avancer et qui ont des forts enjeux derrière. On travaille avec les équipes en workshop à leur dire, OK, en fait, vous allez être une zone de test organisationnelle. On prend ce scope-là, on décide d'un objectif, et qu'est-ce qu'on fait derrière? L'organisation, elle doit ressembler à quoi? Et donc, nous, on a des idées, évidemment, on en a déjà parlé pas mal avec les VP, avec les C-level. On a quelques convictions, quelques principes qui sont un peu des lignes directrices, mais l'idée, c'est que vraiment, ce soit les équipes qui vivent ces frustrations et ces problèmes au quotidien, qui disent, OK, en fait, nous, on a envie de tester un fonctionnement comme ça, avec un single thread owner, on veut une Tiger Team, dans la Tiger Team, il y a telle compétence, on veut aussi un CS, voilà. Et après, on fait en sorte de bien définir les critères de succès de ces tests organisationnels pour savoir si c'est quelque chose après qu'on peut mettre en place à l'échelle ou pas. Il y a un truc qu'on fait aussi, c'est d'essayer de bencher un peu. Enfin, mine de rien, quand tu as une fonction Product Ops, un des objectifs de Marie, à un moment, c'était de lui dire tu dois te montrer, tu dois aller discuter avec d'autres boîtes pour voir ce qu'ils font. Donc, on discute évidemment avec pas mal de scale-up sur la place parisienne. Au bout d'un moment, tu as des enjeux. On se rend compte qu'on a des enjeux qu'on ne retrouve pas forcément chez nos potes dans les scale-up, tout ça. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Tu vois, là, les enjeux qu'on a, c'est entre global et local, une équipe centralisée, des équipes décentralisées. Comment tu fais ça? Donc, on a beaucoup discuté avec des anciens d'Intuit qui avaient essayé de réfléchir à ça. En fait, tu te rends compte qu'il faut être assez humble parce que même une boîte comme Intuit, par exemple, qui a fait tout le passage du on-premise au SaaS, pendant longtemps, l'essentiel de leur business était aux US. Ils ont essayé de faire plein de trucs pour avoir des équipes produits délocalisées, avoir des produits extrêmement adaptés, mais ils ont eu du mal. Donc voilà, il faut accepter cette logique de test, mais l'idée, c'est de mettre effectivement, comme Marie l'a dit, essayer le plus possible mettre les équipes au centre, sans pour autant les lâcher complètement dans la nature, parce que ça peut être aussi un peu paralysant, sachant qu'en parallèle, tu as du run à faire, quoi. Mon ami, il y a eu tellement de discussions en interne là-dessus. On a eu le concept de Jetlang as a service à un moment, open sourcer Jetlang, Jetlang langage généraliste qui pourrait s'appliquer au-delà de la paye. Donc, ça a été très présent, notamment à l'origine avec ces esprits pionniers qui codaient en même temps qu'ils faisaient vivre Jetlang. Et donc, il y a eu ces débats-là. Là, au bout d'un moment, quand tu es en hyperscale et il y a une certaine discipline à trouver, donc c'est des débats qui existent toujours, enfin des débats, en tout cas des discussions qui existent toujours chez les gens, chez les personnes qui sont le plus au contact de Jetlang. Après, en termes d'objectifs, dans les OKR, dans les discours, il n'y a rien qui est dit là-dessus. Parce que, en fait, ce que je dis, au bout d'un moment, tu as besoin d'être hyper focus sur tes intentions. Sinon, tu meurs. Juste, tu as des équipes qui, à poulet sans tête, ils partent un peu dans tous les sens. Donc, de dire Jetlang, oui, peut-être que ça va continuer à vivre. Il y a des vrais enjeux de comment on s'assure que ce langage qui a été inventé de façon très pragmatique, très efficace, tout ça, mais sans aucune réflexion systémique sur les enjeux du low-code, tout ça, comment est-ce que ce langage-là peut devenir un langage qui est durablement durable, escalable. Le marché de PayFit, c'est... Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces chiffres-là, mais il est énorme sur le problème qu'on essaie de résoudre. Donc au bout d'un moment, c'est important de, alors, gentiment, mais fermement trancher les débats en disant c'est pas un sujet. Enfin, en tout cas, c'est pas un sujet qui se reflète dans les enjeux d'entreprise. Voilà, c'est une réponse assez diplomate à certaines discussions qu'il y a eu. Merci Sébastien, merci Marie, merci à vous tous et toutes. Je pense qu'on peut les applaudir. C'était passionnant. Encore une fois.